m'appelle Lorraine Cachera, je suis interne du DES de maladies infectieuses et tropicales à Paris et j'ai la chance de pouvoir vous présenter le travail que j'ai réalisé à l'occasion de ma thèse de médecine qui était encadrée par le docteur Loïc Epelboin et qui portait sur les infections chez les patients transplantés rénaux en Guyane française. Il faut savoir que l'insuffisance rénale chronique terminale est un fléau qui touche particulièrement la Guyane, comme vous le voyez sur cette carte qui est tirée de l'Agence de la biomédecine, où vous voyez que la Guyane fait partie des territoires où la prévalence de l'insuffisance rénale terminale est la plus élevée, de près de 1,5 fois supérieure à celle de la métropole. A contrario, vous voyez sur cette deuxième carte que la Guyane fait partie des territoires où la prévalence de l'insuffisance rénale terminale traitée par greffe est la plus faible. C'est d'autant plus choquant quand on connaît l'impact qu'a la greffe chez ces patients insuffisants rénaux chroniques par rapport aux patients dialysés en termes d'amélioration de la qualité de vie bien sûr, mais aussi du pronostic avec moins de morbimortalité chez ces patients. Et cela s'explique en grande partie par l'absence de centres greffeurs en Guyane et les patients sont donc transplantés soit à Pointe-à-Pitre depuis 2004 en Guadeloupe, soit en France métropolitaine. Alors en 2018, on avait 289 patients en Guyane qui étaient insuffisants rénaux terminaux traités. La grande majorité d'entre eux étaient dialysés et 18% des dialysés étaient sur liste d'attente et seulement 16% des patients étaient transplantés. Alors pourquoi on s'est intéressé aux infections chez ces patients avec Loïc ? Eh bien, il faut savoir que ce sont des complications très fréquentes en transplantation rénale, affectant jusqu'à 70% des patients en fonction des séries au cours de leur suivi. Et ce sont des complications particulièrement graves, puisqu'elles restent la première ou la deuxième cause de létalité en fonction des séries. Et si elles ne se compliquent pas de décès, elles peuvent se compliquer de rejet et ou d'altération de la fonction rénale persistante après l'épisode infectieux. Enfin, elles sont complexes à appréhender puisqu'elles peuvent avoir souvent une complication, une présentation clinique frustre, et puis elles sont évolutives en fonction du délai post-transplantation. Alors vous connaissez sûrement cette figure qui est tirée d'une revue de Fishman parue dans New England Journal of Medicine et qui délimite le risque infection en transplantation selon 3 périodes différentes. La première qui s'étend classiquement du jour de la transplantation jusqu'au 1er au 3e mois et qui est essentiellement caractérisée par des infections associées aux soins, qu'on ne voit pas en Guyane puisque les patients, comme je vous ai dit, sont transplantés soit en Guadeloupe, soit en métropole et restent souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur le site de la transplantation. Vient ensuite une seconde période qui peut s'étendre du 6 au 12e mois en fonction des revues et qui est caractérisée essentiellement par le risque d'infection opportuniste, étant donné que le niveau d'immunosuppression est le plus élevé durant cette période, comme les patients ont reçu le mois d'avant des traitements d'induction très puissants comme les sérums déplétant les lymphocytes. Et donc il faut être vigilant particulièrement sur ce risque infectieux opportuniste. Les pneumocystoses et les infections à herpès virus sont nettement diminuées après l'ère des prophylaxies, mais ce sont des infections qu'on va voir en décalé après l'arrêt des prophylaxies anti-infectieuses. Et donc, il faut toujours garder en tête ce risque chez des patients qui peuvent aussi mal prendre ces traitements prophylactiques. Et enfin, vient ensuite une troisième période qui est essentiellement à risque d'infection communautaire, qui arrive cependant plus fréquemment qu'en population générale et avec des présentations plus atypiques. Et puis, il faut bien sûr garder en tête que les patients qui présentent un rejet, même à distance de la transplantation, peuvent très bien présenter de nouveau des infections opportunistes, puisque s'ils présentent un rejet, le niveau d'immunosuppression va de nouveau être augmenté et donc ils vont être plus immunodéprimés par la suite. Concernant la transplantation rénale et les infections en Amazonie, on s'est intéressé à ce sujet-là parce que les données des séries sont souvent anciennes. Elles s'intéressent souvent aux infections des 12 premiers mois. C'est le plus souvent des études monocentriques et on a très peu d'études en Amérique du Sud. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a peu de centres qui transplantent en Amérique du Sud, à part le Brésil qui fait partie des pays qui transplantent le plus en Amérique du Sud. Et on n'a retrouvé aucune étude sur le plateau des Guyanes. Il nous a donc semblé important et nécessaire d'étudier l'épidémiologie locale afin de
donner des clés aux cliniciens qui prennent en charge ces patients et de limiter les délais diagnostiques pour diminuer la morbimortalité liée aux infections chez nos patients. On a donc réalisé une étude qui était observationnelle, rétrospective et multicentrique, en incluant 3 centres publics, donc le centre hospitalier de Cayenne, le centre hospitalier de Kourou et le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, et 2 cliniques privées, la clinique Sainte-Gabrielle et la clinique de Latiergue, qui sont 2 cliniques de Cayenne. Et on a inclus tous les patients adultes transplantés rénaux depuis au moins 3 mois. On a choisi cette période de 3 mois afin de ne pas prendre en compte les infections qui auraient eu lieu sur le site de la transplantation et pour avoir des patients qui étaient comparables les uns avec les autres, parce que c'était pas toujours facile de retrouver la date à laquelle ils étaient rentrés en Guyane, et donc des patients qui résidaient en Guyane. Et on a regardé chez ces patients toute hospitalisation pour motif infectieux qui survenait sur la période de l'étude. On a donc créé une base de données qui s'appelait ITRAGUIN pour infection transplantée Guyane. Et on a commencé par partir de la base de données Diadem, qui est une base de données qui fournit des informations très complètes sur les patients insuffisants rénaux terminaux qui sont dialysés. Et cela nous a permis d'obtenir une liste exhaustive de tous les patients transplantés et de recueillir leurs antécédents pré-greffe. Donc ça, c'est notamment dû en grande partie grâce à Davy Rochemont, que je remercie encore une fois. On a aussi fait une requête MSI pour essayer d'identifier toutes les hospitalisations pour un motif infectieux. Et en fait, très vite, comme on a vu qu'on avait peu de patients, il a été possible de revenir de façon exhaustive sur l'ensemble des dossiers médicaux des patients transplantés, que ce soit informatisé ou non informatisé, et de revoir ensuite toutes les données microbiologiques, de vérifier toutes les données microbiologiques sur les logiciels qui étaient à notre disposition. On a donc inclus 82 patients transplantés rénaux de 2007 à 2019. 49% d'entre eux n'ont pas été hospitalisés durant la période de l'étude, contre 51% qui l'ont été. Et chez ces 42 patients, on a retrouvé 87 épisodes d'hospitalisation pour un motif infectieux, que l'infection soit prouvée ou suspectée. Et ça correspondait à donc une incidence de 2,1 infections par patient infecté. Et donc, ça correspondait à environ 2,1 infections par patient infecté et à un taux d'incidence de 18 pour 100 patients année. Et en fait, on a eu un gros taux d'épisodes qui étaient non documentés, donc jusqu'à 45% des épisodes, ce qui était quand même assez important. Donc là, c'est une figure qui représente le nombre d'épisodes infectieux en fonction du délai post-transplantation. Donc à savoir qu'encore une fois, on s'intéressait aux infections qui survenaient à partir du 3e mois post-transplantation. Et vous voyez que ça suit une courbe vraiment décroissante en fonction du délai après transplantation. Néanmoins, il y avait quand même des épisodes infectieux qui survenaient jusqu'à 30 ans après la greffe. Donc c'est quand même un risque qui persistait des années durant après la transplantation. Cette figure vous montre la proportion des agents pathogènes identifiés en fonction du délai post-transplantation. Et vous voyez que il y avait bien sûr en grande majorité des infections bactériennes et virales, et que les infections fongiques et parasitaires que l'on a identifiées sont toutes survenues dans notre série à plus de 12 mois de la transplantation. Les sites infectieux étaient en grande majorité urinaires et pulmonaires, donc c'était les 2 principaux sites identifiés, puis venaient les infections cutanées, intra-abdominales et les infections, les septicémies isolées, les infections ACMV. Parmi la documentation microbiologique, on avait identifié une grande majorité, comme je vous ai dit, de bactéries, avec une prédominance de BGN de type entérobactéries, sans grande surprise puisque je vous ai dit que le principal site identifié, le principal site infectieux identifié était urinaire. Venant ensuite les infections virales dans 16% des cas, fongiques dans 8% des cas et parasitaires dans 2% des cas. Sur ce graphique, je vous ai représenté l'ensemble des micro-organismes qu'on a pu identifier.
Donc vous voyez encore une fois la prédominance des entérobactéries parmi les bactéries identifiées. Dans les infections virales, les deux principaux agents étaient des herpès viridés, donc le VZV et le CMV. Et dans les infections fongiques, on avait deux histoplasmoses, une aspergillose et une Exophiala oligosperma qui est une phaeophycomycose. Dans les infections parasitaires, on avait identifié une cryptosporidiose. Donc, quelles sont les infections quelle est la part d'infections tropicales parmi cette documentation? Je vous ai surligné là en rouge les pathogènes qui pour nous étaient des pathogènes tropicaux. Donc, il y a eu un cas de fièvre Q qui était donc lié à Coxiella burnetii et qui avait une présentation de pneumopathie aiguë communautaire chez un greffé. On a eu un cas de dengue qui s'était compliqué en fait de troubles digestifs très importants et qui avait nécessité l'hospitalisation du patient, mais il n'avait pas eu de complications hémorragiques ou de choc hypovolimique, de fuite plasmatique. On a eu donc comme je vous ai dit, deux histoplasmoses, dont une était disséminée chez une patiente qui est malheureusement décédée en réanimation, et l'autre patient avait une histoplasmose avec une atteinte colique isolée qui est assez classique, comme vous le savez, surtout chez les patients VIH en Guyane, et lui a très bien évolué sous traitement antifongique. Enfin, on avait donc une phaeophycomycose, donc l'espèce Exophiala oligosperma. Les phaeophycomycoses sont en soi des mycoses qu'on peut retrouver partout dans le monde, mais on a retrouvé en faisant la littérature que cette espèce-là était plus souvent isolée en milieu tropical. Donc c'est pour ça qu'on l'a inclus dans les pathogènes dits tropicaux. Et parmi ces germes, on a constaté qu'il y avait 11% d'infections opportunistes avec des pathogènes que je vous ai surlignés en bleu. Donc une nocardiose disséminée due à Nocardia otitidis caviarum qui était survenue dans l'année, donc je pense que c'était le 9e mois post-transplantation chez une patiente avec une atteinte cérébrale et pulmonaire qui avait bien évolué sous traitement. On a eu un cas de mycobactériose atypique, 3 cas de maladie ACMV, enfin un cas de rétinite ACMV et 2 cas de syndrome ACMV, c'est-à-dire une association de fièvre et de cytopénie chez un patient qui avait une réplication sanguine ACMV sans autre cause de fièvre et de cytopénie identifiée. On a bien sûr inclus les histoplasmoses. On a eu un cas d'aspergillose invasive chez un patient, Aspergillus flavus, et donc la cryptosporidiose et la phaeophycomycose, comme je vous ai dit, faisaient aussi partie des infections opportunistes. Alors, ce qu'on attendait en fait avant de faire cette étude, c'est que les infections étaient bel et bien fréquentes et aussi chez nos patients, puisque 51% des patients au cours de l'étude ont développé un épisode infectieux assez sévère pour nécessiter une hospitalisation. Les sites identifiés les plus fréquents étaient les infections urinaires et pulmonaires, et c'est ce qui est constamment retrouvé dans les séries qui s'intéressent aux infections chez les patients transplantés rénaux. Le spectre microbiologique était essentiellement lié aux entérobactéries en ce qui concerne les bactéries et les herpès viridés en ce qui concerne les infections virales. C'est aussi ce qui est retrouvé dans les autres grosses séries. Et je vous ai mis ici une figure qui est tirée d'une étude américaine pour vous montrer que dans cette étude, il y avait effectivement une prédominance d'infections urinaires et pulmonaires durant les 3 ans de suivi des patients. Par contre, ce qui nous a plus surpris, c'était d'une part le long délai médian entre la transplantation et l'infection, puisqu'il était d'environ 6 ans, ce qui est vraiment très long par rapport aux autres séries. Et cela s'explique d'une part par le fait que notre étude permettait un long suivi des patients avec une durée médiane de suivi d'environ 5 ans, mais aussi par le fait qu'on n'a pas inclus les infections survenant pendant les 3 premiers mois post-transplantation, et c'est aussi la période durant laquelle les infections sont le plus fréquentes, et donc forcément ça a contribué à allonger les délais entre transplantation et infection dans notre étude, et ça limite malheureusement sa comparabilité avec d'autres études du même genre. Ensuite, on a eu un gros taux d'infection non documenté. Donc cela pose la question de l'exhaustivité du bilan microbiologique qui avait été réalisé lors des épisodes infectieux, peut-être
des défauts de méthode de prélèvement, avec peut-être des hémocultures qui étaient faites alors que les patients avaient été mis sous antibiotiques, par exemple. Et puis, bien sûr, ça pose la question du design de l'étude, avec probablement un défaut, un biais d'informations liées au caractère rétrospectif de l'étude. Et puis un défaut probablement du plateau technique disponible à l'hôpital de Cayenne, puisque comme vous le savez, en tout cas durant la période de l'étude, on avait quand même peu de biologie moléculaire disponible, et on sait que maintenant ça permet quand même d'augmenter dans un certain nombre de cas la rentabilité des prélèvements. Ensuite, certains pathogènes manquaient clairement au tableau. On n'a eu aucun cas de tuberculose, de pneumocystose ou de cryptococose. C'est d'autant plus étonnant quand on connaît la forte prévalence de la tuberculose en Guyane. Donc ça, c'est aussi probablement lié au biais d'informations liées au caractère rétrospectif de l'étude, mais aussi à la faible puissance de notre étude, étant donné qu'on avait peu de patients au cours de l'étude. Enfin, l'histoplasmose apparaissait comme la première cause d'infection fongique, même si c'était sur un nombre modéré d'infections fongiques, puisqu'on en a récolté que 4. Cependant, on ne s'attendait pas à ce que ça soit la première cause dans notre série. Une étude américaine s'était intéressée au diagnostic, aux tendances temporelles des diagnostics d'histoplasmose en fonction de différents terrains à risque, et avait montré une tendance non significative, mais une tendance à l'augmentation des cas diagnostiqués chez les patients transplantés d'organes, contrairement aux patients VIH chez qui on voyait diminuer l'incidence des cas d'histoplasmose du fait d'une meilleure prise en charge avec des traitements, plus de patients sous traitement antirétroviraux. Et donc les auteurs se posaient la question de cette augmentation-là, en se disant qu'avec l'augmentation du nombre de patients transplantés et l'augmentation des patients qui voyageaient ou qui allaient dans des régions à risque d'histoplasmose, on allait probablement avoir une explosion des cas dans plusieurs années. En tout cas, c'est bien de garder en tête que les patients transplantés sont comme les patients VIH en Guyane, puisque c'est une région où on a beaucoup d'histoplasmose. Il faut garder en tête ce diagnostic pour pas passer à côté chez ces patients. Et vous voyez sur cette autre figure qui est tirée d'une autre étude américaine que le délai des infections fongiques endémiques après la transplantation était en médiane de 365 jours. Chez nos 2 patients, les histoplasmoses étaient survenues à plus d'1 an post-transplantation. Donc, c'est vraiment important de garder en tête que même si c'est une infection opportuniste, et ce que je vous ai dit qu'après 12 mois, le risque infectieux était surtout lié à des infections communautaires, il faut vraiment avoir en tête que les infections fongiques font partie des infections qui peuvent survenir à distance de la transplantation, et donc ne pas oublier d'évoquer l'histoplasmose, notamment devant des tableaux évocateurs chez des patients transplantés en Guyane. Notre étude avait plusieurs limites. Tout d'abord, elle était rétrospective et cela nous a posé problème, notamment en ce qui concerne les antécédents de la transplantation. On a beaucoup eu de données manquantes et c'est sûr qu'on a loupé des diagnostics microbiologiques du fait de ce design-là. Elle a une faible puissance du fait du faible nombre de patients inclus, et le fait que les infections précoces n'aient pas été recueillies, comme je vous ai dit, limite sa comparabilité avec d'autres études. Cependant, c'était la première étude sur le plateau des Guyanes. C'était une étude multicentrique qui permettait un suivi prolongé des patients, et on pense qu'elle va donner, on espère en tout cas qu'elle va donner des clés aux cliniciens pour mieux prendre en charge les patients transplantés en Guyane française. En conclusion, si vous voyez un patient transplanté rénal aux urgences de Cayenne, il faut pas paniquer, essayer de rester pragmatique en évoquant les choses les plus fréquentes, c'est-à-dire faire un ECBU de toute façon pour essayer de rechercher une infection urinaire, faire une radio de thorax au moindre doute, voir si vous n'avez pas d'autres points d'appel pour rechercher une pneumopathie, et puis faire le bilan des pneumopathies usuelles, et puis garder en tête les spécificités
de la Guyane, même si le spectre bactérien et virologique, comme je vous ai dit, était proche de celui de la métropole, par exemple. Il faut garder en tête les spécificités de la région que vous avez, que vous connaissez encore mieux que moi. Donc, gardez en tête la fièvre Q, les arboviroses, le paludisme et j'en passe, en essayant de rester systématique chez ces patients aussi. Et enfin, garder en tête l'histoplasmose comme une complication qui peut survenir chez ces patients, même à distance de la transplantation. Et donc, ne pas hésiter à l'évoquer chez un patient qui a un tableau de fièvre prolongé inexpliqué ou d'autres signes évocateurs d'histoplasmose. Voilà, et pour finir, je voulais vous montrer les perspectives que m'ont offert ce projet de recherche pour vous donner aussi envie, donner envie aux internes qui sont de se lancer s'ils hésitent. Après avoir fait ma thèse, j'ai voulu approfondir et mettre en pratique mes connaissances en faisant un stage de transplantation rénale à l'hôpital Saint-Louis, qui m'a vraiment passionnée. Et donc j'ai élaboré un projet de master 2 avec cette équipe pour l'année prochaine. Et cette année, j'ai suivi le DU infection et transplantation du professeur Jérôme Dumortier, qui est d'excellente qualité et que je recommande à tous les internes qui sont intéressés par la thématique, parce que c'est vraiment super bien fait, très complet, et puis on peut le suivre à distance, donc c'est assez pratique quand on est en Guyane. Et enfin, j'espère qu'on va réussir à publier ce travail, et au moment où j'enregistre la vidéo, il est encore en cours de reviewing, donc je croise les doigts pour que ça passe. Et je remercie encore une fois Loïc pour avoir persévéré et avoir réussi à trouver un sujet qui m'a vraiment passionnée, qui continue à me passionner et qui vraiment va probablement orienter la suite de mon internat. Donc merci encore et merci à tous pour votre attention et merci à tous les gens qui ont contribué à l'élaboration de ce projet. En tout cas, nous souhaitons que ça se réalise, cette perspective, et que les choses aillent de l'avant. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions. Merci. Est-ce que on a pu identifier les facteurs de risque d'infection, notamment l'étiologie de la maladie rénale chronique terminale, sachant qu'en Guyane, le diabète est quand même avec une forte prévalence. Donc, est-ce que dans ceux qui font les infections, il y a plus de diabétiques? Est-ce que le statut nutritionnel, notamment la dénutrition, a pu être évoqué dans les facteurs de risque favorisant les infections dans cette population? Je rajouterai sur les facteurs, en fait, est-ce qu'on a évalué la provenance, en fait, de ces greffes chez ces patients qui ont présenté des infections? Bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Oui, effectivement, on avait regardé les facteurs de risque de faire une infection. Et le seul facteur de risque qui ressortait en analyse multivariée, c'était effectivement la présence de diabète. On n'avait pas regardé, par contre, si la dénutrition était associée aux infections. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais on n'avait pas recueilli cette donnée-là. Par contre, la dernière question, je n'ai pas très bien compris, pardon. Je parlais de la provenance des greffes. Est-ce que ça a été évalué comme facteur de risque chez ces patients qui ont présenté des infections? Là, c'était les infections chez les greffés. Mais par rapport aux patients dialysés, on n'a pas regardé. Les greffés, je veux dire. Tu veux dire oui, là, c'est ça. Non, ça a été évalué. Désolée. Et le long délai, en fait, tu parlais dans ta présentation du long délai de survenue des infections. Est-ce que c'est lié à une antibioprophylaxie qui était donnée pour une longue période après la transplantation ou pas? Malheureusement, c'est aussi, j'avais demandé à Jean-Marc Duhems, qui était le chef de service à l'époque de transplantation, s'il pouvait nous faire un peu un retour sur les pratiques concernant l'arrêt des prophylaxies pour ces patients, mais il n'avait pas les données. Maintenant, je crois qu'il est parti de la Guyane et on lui a posé la question un peu trop tard. Non, je pense que c'était en grande partie parce qu'on n'a pas inclus les infections très précoces et en général, c'est vraiment la période où se concentre le plus grand nombre d'infections.
Et aussi, on a aussi, sur la première année post-greffe, je pense qu'il y a aussi des patients qui sont évassanés et repris en charge dans leur centre de transplantation quand ils font des infections. Et donc, je pense qu'on est passé à côté de certains cas de ce fait-là. Mais je suis pas sûre que ça soit une question de prophylaxie qui dure très longtemps. Et ça aurait, c'est vrai que ça aurait expliqué l'absence de pneumocystose, mais après, ou de toxoplasmose, ou d'autres maladies ACMV, mais après, pour ce qui est des autres infections, ça aurait Je ne pas sais pas fait. si, et dans la série, on sait exactement combien de temps la durée moyenne d'antibioprophylaxie administrée chez ces patients, non? On n'a pas d'idée? Non, c'était vraiment difficile de revenir sur les dossiers papier concernant les antécédents de la greffe et de la période post-greffe immédiate. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de données manquantes parce que c'est des dossiers papier énormes et malgré les avoir feuilletés de nombreux jours, on avait quand même pas mal de données qui manquaient et ça, c'était une donnée qui nous manquait très souvent. On va donner la parole au professeur Khaled. Oui, merci pour ce travail. Alors, moi, ma question, elle est sur un autre angle. Ces patients, une fois greffés et de retour en Guyane, qui c'est qui s'en occupe? Est-ce qu'ils ont un médecin référent? Est-ce le médecin traitant? Est-ce le néphrologue? Est-ce l'infectiologue? Et à plusieurs reprises, on les reçoit aux urgences et des fois en réanimation et on ne trouve pas de référent guyanais pour ces malades. Donc, selon l'expérience de votre série, quel est votre ressenti ou qu'est-ce qui se dégage de vos résultats? Alors, les patients, ils sont normalement suivis, ils gardent un suivi en métropole ou en Guadeloupe. Normalement, ils ont un référent issu du centre greffeur. Et après, Jean-Marc Duhem en suivait une grande partie quand même. Après, je ne sais pas qui a pris la relève depuis qu'ils sont partis, mais c'est vrai que lui, il faisait beaucoup de comptes rendus aussi papier ou des dossiers qui. Enfin, c'est vrai que les comptes rendus n'étaient pas présents sur le logiciel, c'est Cora, je crois. Donc, c'est vrai que effectivement, mais le suivi n'était pas très protocolisé. Donc, effectivement, on se retrouve avec des patients qui avaient un suivi un peu erratique. Après, voilà, c'est un suivi partagé entre normalement la Guyane et la France. Et après, il y a certains patients qui continuent à être suivis par certains médecins des cliniques privées, Dr Medeb et Dr Raoul Roura. Mais voilà, normalement, ils sont censés avoir un interlocuteur en Guyane et un interlocuteur en métropole.